Après son discours de politique générale le 19 novembre 2022, le Premier ministre s'est prêté le 30 mai 2023 à un second exercice constitutionnel, le discours de la situation de la nation. À l'issue d'une présentation de l'état du pays dans ses différents domaines, il s'est prêté aux questions des députés de l'ALT. Avec nos invités présents sur ce plateau, nous allons analyser ce discours et je vais sans plus tarder vous présenter Aimé Nabaloum, journaliste au bimensuel Le Reporter. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. On dit également bonsoir à Ange Gabriel Kambou, qui est journaliste président de l'Association des blogueurs du Burkina. Bonsoir Ange. Bonsoir Vanessa. Et bonsoir à Omer Bakari Sanou, qui est enseignant-chercheur. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, le décor est campé, très chers téléspectateurs. On parle sécurité, la priorité du gouvernement à l'entame de ce débat. Alors, ce qui a été présenté par le chef du gouvernement, la question vous est adressée, Aimé Nabaloum. Est-ce que vous êtes rassuré en ce qui concerne le fait que lui-même le dit bien, la marche de la victoire sur le terrorisme est en marche, en fonction de ce qui a été présenté sur le volet sécurité? Alors, merci beaucoup. Est-ce que je suis rassuré par rapport à ce que dit le chef du gouvernement? Bon, je ne voudrais pas être fataliste, mais en tout cas, j'aurais aimé être plus rassuré que cela. Voilà, j'aurais aimé être plus rassuré que ce qui a été présenté et dit par le Premier ministre de la transition, parce que oui, il y a des acquis, il y a des actions qui peuvent être qualifiées d'actions qui devraient rassurer et qui rassurent. Mais la réalité donc du terrain m'amène donc à être un peu, en tout cas, à être moins élogieux par rapport à cette présentation qui a été faite par le chef du gouvernement, parce que l'État a présenté et la réalité, disons que nous avons ou que nous entendons, dont nous entendons parler sur le terrain, j'ai bien peur donc de dire qu'il y a quand même un léger décalage entre ce discours et la réalité vraie donc sur le terrain au regard donc des appels lancés par les populations, au regard donc du nombre d'attaques ou du nombre donc de victimes enregistrées au fur et à mesure, au regard donc du nombre de personnes déplacées internes qui ne fait que croître. J'ai bien peur que ce tableau peint par le Premier ministre rassure dans son entièreté le peuple burkinabé. Oui. Alors, de 45% du territoire, dès le coup d'État en septembre 2022, il y a de cela quelques mois, on en est à 65% de territoire sous contrôle des forces régaliennes, soit 20% de partis reconquis en 8 mois. Est-ce que vous estimez que le bilan est assez positif, Ange Gabriel? Merci. Avant de répondre à la question, je voudrais quand même marquer mon soutien aux confrères du journal L'événement, leur manifester tout mon soutien et dire que, comme on le dit en pays Mouaga, tout le monde connaît le nom de la grand-mère, mais on l'appelle Yaba. Donc je pense qu'ici, ce proverbe sied exactement concernant la situation du journal L'événement. Mais courage à eux pour tout ce qu'ils font pour la justice et la bonne gouvernance dans notre pays. De 45%, on nous annonce aujourd'hui 65%. Moi, je peux pas donner un avis par rapport, un avis d'assurance par rapport à ça, parce que qui a mesuré? C'est l'autorité qui nous dit que c'est 65%. Je n'ai pas vu ce qui a permis de dire que nous avons pu reprendre 65%. Et moi, c'est les discours, les contraires que nous essayons de disséminer dans nos discours. Je pense que récemment, on a entendu
un président voisin qui a dit que les groupes terroristes sont plus puissants que nos armées, mieux organisés, ainsi de suite. Et on a tout de suite envoyé ce monsieur en enfer. Bon, donc si on avait perdu 45% de notre territoire, cela veut dire que l'ennemi avait plus de la moitié du territoire. Et en 8 mois, on nous avait promis de régler l'affaire en 3 mois. 8 mois après, on n'a pu retirer que 20%. Donc vous voyez, si on doit partir sur ce postulat selon ce qui avait été dit au départ, selon les réalités comme l'autre le disait, il y a quand même beaucoup d'attentes encore à le faire. Mais le deuxième préalable après l'événement que je voulais dire, comme il est devenu de plus en plus difficile, ou je dirais un acte de courage, que de dire dans ce pays ce qu'on pense réellement au fond de soi. Donc voilà pourquoi les analyses aussi vont dans un sens que... Mais nous, pour ce qui me concerne particulièrement, j'ai pris l'engagement avec moi-même de ne pas varier, quel que soit le régime en place. Donc nous allons rester dans notre rôle d'analyse et de donner l'opinion qui vient du fond de soi. Ce n'est pas la vérité forcément, mais au moins ça a le mérite de venir du fond de ma pensée. Donc pour moi, aujourd'hui, dire que nous sommes à 65%, et je l'ai redit, c'est l'autorité qui a eu ces unités de mesure. Et aussi, on a travaillé à réorienter la communication. De sorte qu'on ne parle plus de nos difficultés, on ne parle que de nos actions sur le terrain. Donc cela peut faire croire que nous montons en puissance comme on nous avait dit à une certaine époque. Mais ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'on a travaillé à faire taire tout ce qui fait remonter à la surface aussi les difficultés sur le terrain. La contre-opinion. Voilà. On a travaillé à faire taire cela pour faire émerger une seule opinion qui est donc le 20h de la RTB où on nous parle que des frappes de l'armée. Donc c'est bien. Mais c'est pour dire qu'en termes d'analyse, on ne peut pas se fier à ça et dire que tout va pour le mieux maintenant. Alors, Omer Sanou, quelle est votre analyse de ce qui a été présenté à la nation sur le plan sécuritaire au Burkina? Bien, merci. C'est vrai que quand on écoute le Premier ministre au regard des propos qui ont été tenus, alors on nous dit que 65% du territoire a été recouvré. Si on s'en tient à cela, on a envie d'être quelque peu rassuré. Parce qu'il va sans dire que ça veut dire qu'il y a des actions majeures qui sont faites sur le terrain et qu'on est en train de regagner le territoire, l'intégrité du territoire. Et ça, je pense que le Premier ministre n'a pas intérêt à mentir parce que, bon, c'est des choses qui sont vérifiables également, tant qu'on sait que les populations également font un certain nombre de retours sur le terrain. Et nous savons vraisemblablement que chaque jour que Dieu fait, il y a toujours des attaques terroristes qui ont lieu sur notre territoire. Il y a des populations qui continuent de se déplacer des villages vers des zones plus sécurisées. Bon, on comprend l'esprit parce que, bon, comme mon prédécesseur l'a dit, l'unité de mesure, bien sûr, c'est l'État c'est le Premier ministre et ses services techniques qui disposent de ces outils-là. Nous, on ne peut pas rentrer dans le fond pour mesurer autrement, mais n'empêche, on a envie de le croire, parce que, bon, comme j'insiste pour le dire, il n'a pas vraisemblablement intérêt à mentir. Mais n'empêche que également, il faut citer qu'il y a quand même un signe positif qui est là. Parce qu'au-delà de ce qui est présenté chaque jour à la RTB, quand même, nous savons que nous avons des armes que nous avons pu acquérir, un certain nombre de munitions également qui permettent d'être à nos VDP, à nos forces de l'ordre, d'être aptes sur le terrain pour pouvoir répondre donc à l'attaque qu'ils subissent tous les jours. À telle enseigne que, bon, on a envie de dire qu'aujourd'hui, face à l'offensive qu'ils tiennent au quotidien, il y a une possibilité, bien sûr, qu'on soit à cette étape-là. Qu'on ait pu regagner en 8 mois environ 20% du territoire, c'est bel et bien possible. C'est bel et bien possible. Mais n'empêche, il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'on l'a dit ici, c'est 8 mois. 8 mois, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Donc, du coup, on ne peut pas également s'attendre à ce qu'en un bref temps comme ceci, on ait des résultats spectaculaires. Donc, il y a lieu de dire cela, parce que chaque jour que Dieu fait, nous connaissons donc les attaques par rapport à l'île terroriste. Mais il avait annoncé qu'on aurait pu atteindre ces résultats en 3 mois.
C'est vrai que quand on s'en tient au premier propos de nos autorités, en tout cas après le coup d'État du 30 septembre, on a eu cet engouement-là qui avait été décelé dans leurs propos. Mais bon, c'était l'engouement du nouveau venu, hein, moi j'ai envie de dire ça comme ça, parce que la réalité, quand on fait face aux affaires, on voit que c'est plus compliqué que cela. Tout autre. Voilà. Alors, pour revenir, vous souhaitez réagir? Oui, allez-y. C'est pour dire, c'est tout cela qui travaille, qui concourt à effriter les crédits qu'on aurait dû avoir pour la parole de l'autorité publique. Parce que pour moi, quand vous arrivez aux affaires et que vous ne connaissez pas le milieu, la sagesse commande qu'on ne fasse pas des déclarations spectaculaires ou politiques. Mais quand vous le dites, ça veut dire que vous promettez le faire. Et moi, je m'en tiens à ça. Et je travaille toujours à ce qu'on soit des hommes et des femmes de parole. Ce qu'on a dit, qu'on le fasse. Donc, si vous nous dites qu'en 3 mois, vous allez gérer ça, ça veut dire que, étant militaire, vous connaissez le terrain, vous connaissez le milieu, vous avez dit c'est juste des problèmes d'organisation, de choses. Bon, aujourd'hui, 8 mois après, on nous dit on n'a pas le droit. Je ne parle pas de M. Sanou, mais on nous dit on n'a pas le droit de dire que le monsieur nous avait promis en 3 mois et qu'après 8 mois, on en est juste à tel résultat. Non, mais c'est sur la base de la parole. Si en arrivant, il n'avait pas donné cette promesse, personne n'allait lui dire, ben, monsieur, pourquoi après 8 mois c'est comme ci ou c'est comme ça. Voilà. Mais si après aussi, vous arrivez et que vous trouvez que c'est beaucoup plus compliqué que cela, vous le dites aussi pour qu'on en tienne compte. Comme le Premier ministre, quand on avait nommé, sa première déclaration, c'est « je vais faire diminuer le prix des hydrocarbures ». Mais à l'entame, quand il s'est frotté à la réalité, il a dit « bon, c'est difficile ». Parce qu'il n'avait pas consulté les services techniques avant de faire cette déclaration. Une fois que les services techniques ont fait le point de la situation, il n'a pas pu tenir cette promesse. Et il a dû dire, bon, ce n'est plus possible. Donc pour moi, quand on n'a pas encore, il faut faire en sorte que les paroles... Parce que nous, ce qui nous permet, ce qu'on juge, c'est votre parole, c'est vos actes. Si vous dites que vous allez nous rétablir la sécurité en 3 mois et qu'après 8 mois, ce n'est pas le cas. Il y a un problème. Alors, Aimé Nabaloum, toujours pour revenir sur la déclaration, le discours sur la situation de la nation, le chef du gouvernement a évoqué un aspect très important, la question de l'acquisition des armes. À l'entendre, le problème au niveau de l'armée était un problème de leadership, d'acquisition des armes, mais également un problème organisationnel. Alors, je vais donc rapidement revenir sur certains propos qu'il a eu à tenir, et je le cite bien sûr. La situation était telle qu'il n'y avait qu'une arme individuelle pour 3, parfois 5 dans l'armée, et pire au niveau des forces de sécurité intérieure. Les soldats se passaient les armes, parfois défectueuses, à tour de rôle pour aller au front. Alors on en est à se demander, il y avait des dirigeants au Burkina à cette époque-là, et jusque-là, comment expliquer qu'une armée n'était pas suffisamment dotée pour faire face à l'ennemi qui, on le sait bien, a plusieurs casquettes, plusieurs visages, oui, et d'une puissance de feu inouïe. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Comme on appelle les forces ennemies en face qui nous ont imposé cette situation sont bien évidemment plus aguerris donc que nos forces de défense et de sécurité. Ça, c'est naturel, c'est normal. Moi, je pense d'ailleurs que tout bon esprit doit quand même accepter cet état de fait. Parce que nous avons été surpris. Personne n'était préparé à ce que le terrorisme nous frappe du jour au lendemain. Ça, c'est de deux, la situation de notre armée, ou du moins les problèmes au sein de nos forces armées, n'ont pas commencé aujourd'hui.
le terrorisme n'a pas été programmé. C'est pas quelque chose, c'est pas un événement qui a été programmé. Bon, à tel moment, il va commencer. Et nos armées, une fois de plus, je le dis, nos armées n'étaient pas préparées, étaient désorganisées. Il y avait des situations dans lesquelles où vous avez des forces de défense et de sécurité qui se retrouvaient donc au sein des partis politiques, qui jouaient des rôles donc qui n'étaient pas, je dirais, le leur. Vous retrouvez des militaires, des forces de défense et de sécurité qui font des affaires un peu partout, qui ont des actions dans des entreprises ou dans des sociétés. On n'avait véritablement pas une armée qui, comme son nom l'indique, opérationnelle, prête à défendre donc un territoire. Et ce n'est pas au Burkina, c'est un peu partout en Afrique où les armées sont là juste pour défendre un pouvoir, conserver un pouvoir. Ou si vous voulez, je peux même aller plus loin en disant que c'est des armées qui étaient là pour protéger un chef. Et ça, c'était la réalité de nos armées. Dès 2015, après avoir joué les médiateurs du côté donc, du Mali et un peu partout en Afrique, le terrorisme s'est présenté à nous plein fouet face à un gouvernement qui venait juste d'être nommé, qui venait juste de prendre fonction. Et ça c'est après une insurrection. Oui, un gouvernement civil, et juste après une insurrection suivie d'élections, disons, qui a permis donc aux civils de venir au pouvoir. Dans ce contexte-là, il est clair que l'armée burkinabé n'était pas préparée. Mais tel que le Premier ministre le dit, nous avons eu le président Roch-Marc Christian Kaboré qui, au cours de son premier mandat, a dû faire face à cela. Qu'est-ce que notre armée a fait pour pouvoir anticiper, envisager cette lutte-là comme une lutte donc de longue haleine? Ça demande donc une réorganisation donc de notre armée, ça demande donc l'acquisition donc de matériel de combat, ça demande donc une coopération intelligente, diplomatique, avec d'autres puissances, donc au niveau international, et avoir une certaine symbiose, une certaine harmonie, une certaine cohérence avec nos voisins. Est-ce que nous l'avons fait? Je n'en suis pas sûr. Au point où la situation donc, du terrorisme allant grandissante, on n'a pas anticipé. Et je dis ceci, quand vous prenez par exemple le coup d'État intervenu en janvier 2022, avec l'arrivée donc du président lieutenant-colonel Damiba, on a trouvé une situation où il y avait par exemple le pouvoir du MPP dans son second mandat qui avait par exemple commandé du matériel. Un matériel qui est arrivé, en tout cas, autour du mois de février 2022. Mais disons, l'équipe du lieutenant-colonel Damiba a dû bien sûr réceptionner et puis l'utiliser pour faire donc, la lutte contre le terrorisme. Bien évidemment, sous Damiba, il y a eu également donc, des acquisitions, des commandes donc, de matériel qui, bon, ça prendra le temps que ça prendra. Bon, on a acquis également sous le président Ibrahim Traoré du matériel. Donc, moi, je dis, il ne faut pas... Quand le Premier ministre dit qu'on n'avait pas une armée, en réalité, c'est pas faux. C'est vrai. Mais mon problème avec ça, c'est que la situation est suffisamment critique que quand vous passez le temps à regarder derrière, devant va vous échapper. Le plus important, donc, c'est de réorganiser l'armée. Il a annoncé donc l'acquisition de matériel à moindre coût. Et même là, quand il dit à moindre coût, j'ose croire que c'est des acquisitions qui ont suivi les règles internationales en matière d'achat et de commande d'armes. Parce que si vous passez de qualité. Oui, si vous passez par le circuit noir, vous allez partir, mais le pays va payer le prix après. Parce que les questions d'armement, lui-même l'a dit, c'est pas comme une moto ou un véhicule qu'on achète. Ça doit pouvoir suivre une procédure. On est dans des difficultés, mais faisons le maximum pour suivre les règles en la matière. Oui. Alors, Omer Sanou, la question, je vous la pose. Est-ce que le Burkina doit rester justement dans cette dynamique de revenir en arrière, comme Aimé Nabaloum l'a dit, regarder dans le rétroviseur au lieu de se lancer sur l'avenir?
Non, à cette question, je réponds directement que non. Vraisemblablement, parce qu'on ne peut pas passer son temps à regarder en arrière, quitte on risque de rester sur place, de faire du surplace. Mais ce qu'on peut faire, c'est... Le constat établi également par le Premier ministre, est-ce qu'il n'est pas déductible de la responsabilité des autres acteurs? Il y a les politiques, comme Aimé l'a expliqué, il y a également l'armée en question. Tout à fait. Bon, il va de soi que la situation que nous avons vécue dans le temps, et dont nous payons les pots cassés, bien sûr, tout le monde est quelque peu, je vais dire, auteur ou acteur de cette situation-là, tant les politiciens, tant les militaires. Mais il faut dire quelque peu que cette armée qui n'était pas homogène pendant un bon bout de temps a été nourrie par les politiciens à la base. Mon prédécesseur l'a dit quelque peu, mais c'était une armée qui était là pour nourrir, pour protéger le pouvoir en place. Et vous sentiez en son temps des dissensions, même au temps de Blaise Compaoré, quelque peu, où vous aviez le RSP et l'armée qui quelque peu se titillait. Et vous aviez donc des dissensions au sein de l'armée. Et à la fin, tout le monde en payait les pots cassés. Donc aujourd'hui, nous avons quand même quelque peu un renouveau. Parce que quand on entend et quand on sent quelque peu la ferveur, j'ai envie de dire regagnée par les troupes, il y a quand même une union autour d'un homme qui est le président capitaine Ibrahim Traoré. Et donc c'est déjà un bon point dans cette mesure-là parce que ça permet également aux troupes de beaucoup plus être farouches sur le terrain, de se donner pour que nous ayons des résultats probants sur le terrain. Parce que quand vous n'êtes pas solidaire entre vous-même et quand vous n'avez pas foi en vos leaders, vous ne pouvez pas vous donner corps et âme. Donc ça c'est une réalité. Plus de problème de leadership au sein de l'armée? Bon, on ne dira pas qu'on n'a pas de problème de leadership parce que c'est quand même toute une institution, l'armée. Il n'y a pas que le président capitaine Ibrahim Traoré. Il y a quand même également, vraisemblablement, c'est tous ces acteurs, ces officiers-là qui groupillent autour de la machine pour que ça marche. Donc il faut que toute la machine soit bien huileuse et puis il faut qu'il y ait bien sûr les bonnes personnes aux bons endroits pour que ça marche. Maintenant, vraisemblablement, quand on entend souvent aussi des soupçons de corruption et par-ci par-là, ça peut démotiver la troupe à la base, parce que c'est de ça il s'agit. C'est de savoir des officiers en face de vous qui sont probables, qui sont intègres, qui vous donnent envie de vous battre. Bon, je pense que c'est le discours de l'homme politicien, de l'officier qui souvent donne la rage, la ferveur à la troupe pour pouvoir aller donc sur le champ de bataille et gagner la victoire. Alors on va aller rapidement, il y a beaucoup de sujets qui sont retenus. Le Burkina, on parle diplomatie avec Ange Gabriel Kambou, le Burkina qui a décidé de s'orienter vers de nouveaux partenaires, un choix visiblement assumé et justifié devant les députés. Il est question au sommet de l'État du renforcement des relations diplomatiques avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Alors Ange, est-ce que ce choix, ce justificatif qui a été présenté aux députés est valable? Valable, on ne pourrait pas le dire parce qu'on est en situation difficile où on a besoin de compter sur ses amis, de compter sur ceux qui peuvent nous soutenir. Donc, ici, et le Burkina, si nous sommes un pays souverain, c'est nous qui décidons de façon souveraine avec qui nous voulons commercer ou avoir telle ou telle relation. Donc, sur le plan souveraineté ou autre, voilà, le Burkina a le droit d'aller vers tout État, tout autre État ou toute autre personne capable de l'aider à trouver sa voie ou à trouver son développement. Mais, comme Aimé le disait, c'est aussi de travailler dans la transparence et dans le respect des normes. Parce que vous savez aussi, quand vous êtes face à une situation difficile, c'est comme le commerçant. Si vous venez le soir au coucher du soleil pour vouloir acheter quelque chose, il se met en tête que vous êtes obligé de le faire. Il vous donne un prix cher parce qu'il se dit que vous n'avez pas le choix. Donc, ici, face au problème, c'est avec qui nous commerçons. Parce qu'on n'a pas d'amis en réalité. Que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, on n'a pas d'amis. On a des partenaires. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Parce que quand je vois les gens dire on n'a qu'à quitter ici pour aller de l'autre côté, non. On ne peut pas quitter un maître pour aller se retrouver avec un autre maître. On reste toujours esclave. Vous êtes donc d'accord pour la diversification des partenariats? Non, je ne parlerai pas de diversification parce qu'en réalité, on avait toujours diversifié nos partenariats. Ça, c'est un terme politique. Disons dynamiser nos relations aujourd'hui avec les mêmes partenaires. Parce que l'ambassade de Russie à Ouagadougou, ce n'est pas avec le pouvoir d'Ibrahim Traoré que la Russie a nommé un ambassadeur.
c'est pas avec le pouvoir de Ibrahim Traoré que la Turquie a nommé un ambassadeur. Oui, la personne qui a rétabli, le pouvoir qui a rétabli les relations avec la Chine populaire, c'est bien le pouvoir de Roch Kaboré. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on parle de diversification, on était déjà en relation, en partenariat avec ces pays. Parlons de dynamisation, parlons de renforcement de nos relations ou même de nos acquisitions en termes d'armes et ainsi de suite pour faire face à la guerre. Parce que comme il l'a dit, c'est vrai, ça fait mal de se retrouver face à un problème et puis votre partenaire que vous pensiez peut vous aider vous dit c'est pas possible. C'est frustrant que l'Occident nous refuse, on a l'argent pour acheter les armes, mais l'Occident dit non. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, où pratiquement on déverse presque chaque jour des armes dans ce pays. Donc c'est frustrant. Quand on fait cette comparaison, comme il a eu à le faire, c'est frustrant. Donc on va aller tout de suite vers d'autres pays, vous voyez, qui ne sont pas alignés à la politique occidentale. Donc ça se comprend. Et moi je pense aujourd'hui, on est obligé de trouver quelque chose après son diagnostic du fait qu'on n'avait pas d'armée, qu'on n'a pas d'armée organisée, ce qui est vrai. On l'avait dit sous d'autres régimes, on nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Vous savez, ce pays, le véritable problème de notre pays aussi, c'est le refus de la vérité, c'est le refus de la transparence. Nous voulons toujours des gens qui nous applaudissent, qui disent oui, tout va bien, oui, tout va bien. Et c'est ce que je crains avec le pouvoir du président de transition Ibrahim Traoré. C'est les bénis oui là qui vont nous conduire encore dans le mur des problèmes après IB. Alors, Aimé Nabaloum, est-ce que le Burkina fait un choix stratégique et judicieux en procédant justement à ce renforcement de coopération avec ses nouveaux partenaires? Bon, est-ce que le choix est judicieux? Moi, le plus important pour moi, quel que soit le choix à faire, c'est qu'il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Mais avant de revenir sur cette question donc de diplomatie, je voulais juste dire une chose par rapport donc à l'armée. Quand vous regardez, nous avons 12 brigades d'intervention rapide, les BI. 12. C'était à 6, c'est passé à 12 il y a quelques jours. C'est commandé par quoi? Par les capitaines. Et le reste, ceux qui sont en haut. Moi, je me pose la question, si véritablement il y a cette cohésion au sein de l'armée, là, je pense qu'on aurait beaucoup plus acquis des résultats plus performants ou plus visibles sur le terrain que cela. Revenons à la question donc de la diplomatie et les choix faits par le Burkina Faso. Il faut les assumer. Il faut les assumer. C'est vrai, il n'y a pas de diversification possible. Bon, il y a des renforcements, vous l'avez dit également. Il faut renforcer donc la coopération entre notre pays et les autres États. Mais ce choix assumé là, c'est quoi? Vous vous rappelez qu'il y a eu la ministre d'État français chargée des questions au niveau du ministère des Affaires étrangères français qui était là, qui a rencontré le capitaine président Ibrahim Traoré, et à l'issue, le message était que on ne peut pas imposer des choix à un pays souverain. Vous faites votre choix et vous assumez. Et chaque choix que vous faites, il a ses aspects positifs, il a ses aspects négatifs. Mais quand vous regardez le comportement ou l'attitude, le discours donc, du gouvernement de la transition et des autorités de la transition, vous avez l'impression que non. On a fait des choix de renforcer notre partenariat avec d'autres États, mais on se plaint que non, ceux avec qui on est plus ou moins en froid là, ne se comportent plus comme avant. Non, ça n'a pas de sens. Quand vous décidez donc de rompre avec une situation, il faut assumer. Il ne faut pas passer le temps à dire, bon, on a rompu, ou du moins on a relu nos accords avec eux. Malgré tout, bon, non, c'est à la limite, c'est infantilisant et on se ridiculise comment on appelle, à la face du monde. Moi, je pense que quand vous dites X, tel pays, bon, par rapport à telle situation, pour prendre par exemple le cas de la France, qui préoccupe, qui cristallise tous les débats, bon, on a rompu les accords, par exemple, avec la base française. C'est bon là, on assume. Maintenant, face à cette situation, bon, il faut proposer
autre chose, au lieu de passer le temps à se plaindre que les anciens partenaires, nous refusent telle ou telle chose. L'autre aspect également, la posture de la victimisation. La victimisation inutile, à mon avis. Vraiment, véritablement inutile, il faut passer à autre chose. Maintenant, par rapport donc comment on appelle, toujours par rapport à ces choix-là, moi, j'ai toujours dit, les relations internationales, il faut être, je ne m'y connais pas en diplomatie, certes, mais il faut être très intelligent quand vous voulez commercer, quand vous voulez entrer en commerce avec quelqu'un, surtout avec un État. Notre contexte, c'est lequel? Beaucoup de pays nous ont fait comprendre, ou de partenaires ont fait comprendre à notre gouvernement, la question par exemple des VDP, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec vous. Alors, le gouvernement assume son choix donc de recruter des civils, les former pour lutter contre le terrorisme. Mais il ne faut pas vous plaindre que celui qui n'est pas d'accord avec votre option donc de VDP vous vend des armes. Ça n'a aucun sens. Maintenant, si on va vers d'autres pays qui sont en mesure donc de nous vendre du matériel de combat, acceptons-le, commerçons. Conditions plus souples. Oui, peut-être qu'il y a des conditions plus souples. Et là également, j'insiste sur ce que j'avais dit, parce que le Premier ministre a dit que les armes, le matériel a été acquis à des coûts relativement moins chers. C'est ça, je dis, une fois de plus, tout le monde connaît le prix des matériels de combat. C'est disponible sur Internet, vous pouvez regarder. Maintenant, si vous avez la force, vous avez les stratégies pour avoir ce matériel-là moins cher, il ne faut surtout pas, une fois de plus, que cela passe par le marché noir. Le terme moins cher même n'est pas... Il ne faut pas que ça passe par le marché noir. Parce que quand on dit comme ça, qu'on a dit ça moins cher, c'est comme encore, nous-mêmes, on ne se fait pas respecter devant les gens. C'est comme si on vient dire, c'est ce qui est moins cher là que nous on veut. Alors, non, il faut qu'on quitte dans ça. Omer Sanou. Oui. Alors, je reviens sur cette phrase du chef du gouvernement. Il nous faut avoir une diplomatie à la fois réaliste et conquérante. D'accord. Est-ce qu'on est dans cette dynamique, selon vous? Oui, vraisemblablement, il faut que mes prédécesseurs ont quelque peu tendu sur la question. Et moi, j'ai envie de dire, comme ils l'ont dit, je répète également que, bien sûr, entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Il faut qu'on vraiment se le garde pour acquis. Et ça nous permet de comprendre que dans cet environnement-là, quand on décide d'aller vers un autre État, vers un partenaire, et il faut qu'on s'en tienne au fait qu'il va regarder ses intérêts, ce qu'elle gagne. Et nous également, nous devons jauger ce que nous gagnons avec cette partie-là. Donc, évidemment, on voit à travers les actions qui sont menées depuis un certain temps, à travers la diplomatie, que le Burkina est sur tous les champs. Voilà, on va au Venezuela, on est en Russie, on est en Guinée. Vous voyez que le département, en tout cas chargé même déjà, un certain nombre d'initiatives. Mais on a envie de dire que c'est tant mieux, parce que la diversification des partenaires nous donne plusieurs options, un palier d'options sur lesquelles nous pouvons y aller. Et il va sans dire vraisemblablement que par rapport à ce point donné relativement à la sécurité, il va sans dire qu'on a eu à avoir des armes à un certain coût. Bon, il a été dit que c'était moins cher, 5 à 10 fois moins cher, mais bon, je pense quand même qu'au sein de nos différents départements, il y a des techniciens qui vont aller au four et puis s'assurer quand même que c'est des armes de qualité, surtout sachant que le contexte est quelque peu tendu, où il ne faut pas faire livrer du matériel de mauvaise qualité au VDP ou à l'armée, comme dans le passé, parce qu'on a eu des expériences très négatives et où les autorités en son temps ont été décriées. Donc, dit qu'on va vers la Corée du Nord, on va vers le Venezuela, on va vers la Turquie. Bon. Et vraisemblablement, ce sont des acteurs majeurs également de l'armement dans le monde, parce que la Turquie fait partie des grandes puissances en Europe, la première puissance militaire d'ailleurs en Europe. Et n'en parlons pas de la Chine et de la Corée du Nord, qui vraisemblablement aussi a un certain nombre d'usines qui peut nous permettre d'avoir, par concurrence faisant avec l'Occident, des armes moins chères. J'ai vu que mon prédécesseur a beaucoup existé sur l'aspect lié à la régulation. Est-ce que les normes ont été suivies? Bon, je pense qu'on a tout intérêt à ce que ça soit le cas. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, mais je pense quand même qu'il y a quand même des procédures à l'interne qui veulent qu'on ait des armes qui répondent à un certain nombre de logiques, parce qu'il y a des armes qui sont interdites au niveau international. Et il y a des types d'armes, et donc du coup, bon, je pense que ce sont des armes conventionnelles, des armes qui respectent le droit international, et bon, espérons. On espère donc que les normes sont bel et bien suivies. On parle de réconciliation pour
poursuivre ce débat, la réponse du Premier ministre à la question qui lui a été posée, autant pour moi, lui demandant s'il faut 2 premiers ministres au Burkina et aller vers un gouvernement d'union nationale n'est pas passé inaperçu. Apollinaire Kelem de Tombela qui a clairement expliqué qu'il n'est pas là pour rassembler. Ange Gabriel Kambou, est-ce que vous avez été choqué par ces propos comme certains Burkinabés? Bon, c'est vrai, pour dire crûment les choses, c'était cru. Voilà, ça peut... il pouvait mieux emballer ça. Voilà, dire qu'on n'est pas là pour rassembler, ça pose problème. Parce que je pense que nous sommes dans un pays où on a des problèmes de cohésion. Maintenant, il peut dire, je ne suis pas là pour faire la réconciliation politique, par exemple. Voilà, c'est-à-dire la réconciliation telle que Damiba l'avait engagée, ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Ce n'est pas ce que le peuple attendait. Et on l'avait dit à l'époque, non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Je suis d'accord avec eux, et c'est ce que je répète aussi régulièrement, vous êtes là pour faire la guerre, faites la guerre et repartez d'où vous êtes venus. Le reste, maintenant, va être géré par ceux qui seront élus. Parce qu'on ne peut pas tout faire dans une vie, a fortiori dans un mandat. De transition, d'ailleurs. Donc, ce que nous attendons aujourd'hui, et ce que moi j'attends, c'est de faire proprement la guerre. Reconquérir le territoire national, faire les élections. Et maintenant, ceux qui vont venir vont s'occuper des autres choses. Mais quand vous regardez dans son fond le programme politique qu'il a déroulé, moi je me suis posé la question, mais ils sont élus pour combien d'années? Donc, c'est dire que pour moi... Selon lui, il n'y a pas d'élection sans sécurité. Non, je pense que ça, c'est là, et je craignais qu'on n'aborde pas ce sujet-là. Le Burkina démocratique depuis 1991, la première fois que Blaise a été démocratiquement élu en décembre 1991, il a été élu avec 868 038 voix sur une population de 9 millions d'habitants. C'est 800 000, moins d'1 million qui ont élu Blaise Compaoré. Donc, et Roch a été élu en 2020 avec 1 645 000 voix sur 21 millions d'habitants. Donc, quand on dit on veut qu'il y ait la sécurité partout, que tout le monde puisse voter pour qu'on... Non, vous n'êtes pas là pour ça. Faites en sorte qu'on puisse voter en 2024. Moi, je reste toujours à la parole, à la promesse tenue. Si en 2024, et on voit que on a encore besoin de telle ou telle chose, ce n'est pas à vous de dire, le peuple voit. Parce que quand vous commencez à chanter ça, vous n'allez plus travailler. Moi, j'ai dit, cette transition n'a pas le temps. On ne doit pas donner du temps à cette transition pour reconquérir le territoire. S'ils ont le temps, ils ne vont pas travailler. Parce que vous savez, nous tous là, on le fait chaque jour. Quand on dit on a le temps pour faire telle chose, la chose va nous surprendre. Donc, on n'a pas le temps. Donc, les élections vont se faire en 2024. C'est ce qui a été dit. Si maintenant, après, le peuple s'assoit pour dire... Ange Gabriel, qu'il faut 75% du territoire reconquis avant. On est déjà à 65%. C'est ça que je vous dis, le contraire que nous introduisons dans nos discours en voulant que l'autre ne relève pas ses contraires. Si on veut 75%, on est déjà à 65%. Il reste 10%. On a reconquis 20% en 8 mois. Il nous reste combien de mois avant les élections en 2024? C'est un an, plus d'un an. Donc ça veut dire que même on va reconquérir, on peut reconquérir 100%. Et le Premier ministre l'a dit. Et là où je suis d'accord, il dit ça va se renforcer. On va encore acquérir davantage d'armes. La puissance de feu va s'intensifier. Il dit alléluia. Mais pourquoi alors on ne veut pas aller aux élections en 2024 si la puissance du feu va s'intensifier, si on va intensifier l'acquisition des armes, le recrutement des VDP? C'est ce qu'on demande. Donc, si on va intensifier tout ça, dites toujours, promettez aux gens, dites aux gens, en 2024, c'est notre... on va tenir les élections coûte que coûte, et vous allez travailler en fonction de ça. Nabaloum, on va enrôler les deux sujets, vu qu'on est un peu pris par le temps. Réconciliation nationale et élection. Quelle analyse est-ce que vous faites des propos tenus par le chef du gouvernement?
Non, sur ces deux aspects, je pense que le Premier ministre M. Apollinaire Kyelem a été agacé par la question, parce que ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas en tant que chef. C'est vraiment maladroit. On conçoit le chef comme celui vers qui tout le monde vient, comme celui vers qui tout vient. Ben, à Morée, on dit c'est une poubelle, quoi. Il faut prendre. Vous devez prendre, tamiser, et puis bon, faire sortir quelque chose donc de potable, d'acceptable. Mais ce qu'il a dit, je pense quand même que c'est regrettable en disant qu'il n'est pas là pour réconcilier tout le monde. Là-dessus, je dis, vous avez l'obligation de réconcilier tout le monde. Même si vous ne posez pas d'acte en matière donc de rencontre, je ne sais pas quoi, dans le cadre de la réconciliation, comme l'avait conçu quelqu'un d'autre, vos actions en matière de lutte contre le terrorisme, de reconquête du territoire national, doivent pouvoir au moins se réconcilier les Burkinabés avec eux. Parce qu'on est tellement divisé sur cette question de lutte contre le terrorisme déjà. Donc, si vous dites que vous n'êtes pas là pour réconcilier tout le monde, bon, moi je ne sais pas, vous êtes là pour quoi alors? Vous allez reconquérir un territoire, mais un territoire qui finalement risque de ne pas être habitable par des gens qui s'entendent, qui vivent donc en symbiose. Par rapport à la question donc des élections, une fois de plus, il y a vraiment de la contradiction. Mon confrère Kambou l'a dit, il y a une contradiction flagrante dans ce qui a été dit. Au point où ça donne l'impression que quand on parle donc des questions d'élection, le gouvernement de la transition ou les autorités de la transition ont peur. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans la charte. C'est inscrit dans la charte. La reconquête du territoire, ainsi d'autres aspects, et tout cela doit aboutir à l'organisation d'élections pour remettre le pouvoir à des autorités civiles légalement légitimes, élues. Mais si on vous parle de ça, vous dites non, il y a la question sécuritaire, il ne faut pas parler d'élections tant qu'on n'a pas sécurisé le territoire. Ben ça nous amène donc à analyser le bilan, ne serait-ce que jusque-là, le bilan donc de vos actions de gouvernance sous la transition. Parce que c'est les élections et qui viendront en fin de transition là, qui devront permettre à l'ensemble du peuple burkinabé d'apprécier donc la gestion de la transition. Et si on parle de cela et ça irrite, on oppose à ceux qui posent la question donc sécuritaire ou insécuritaire, ça veut dire que quelque part, soit on n'est pas préparé, soit, deuxième position, il y a un agenda caché qui ne dit pas son nom. Pourtant, une fois de plus, c'est inscrit dans la charte de la transition. Ce sont des forces vives qui se sont réunies pour dire on veut des élections en juillet 2024. Si vous ne travaillez pas à cela, convoquez les forces vives, dites-leur voici la situation, nous proposons telle chose, et les forces vives, une fois de plus, vont apprécier la situation au regard donc de ce que dit la charte de la transition. Mais si vous n'en parlez pas, les gens sont libres de penser que vous avez des agendas cachés. Personne ne dit il faut organiser les élections en décembre. Personne ne dit il faut organiser les élections en février 2024. Je veux dire, tout le monde sait que la charte a prévu les élections en juillet 2024. Et ça demande une préparation. Et cette préparation-là, ce n'est pas du jour au lendemain que ça doit se faire. Si vous ne l'évoquez pas, je pense que les gens auront des soupçons sur votre gestion ou vos intentions par rapport à cette transition. Omer Sanou, la question de la réconciliation nationale, mais le plus important, la question des élections au Burkina Faso. En tout cas, mes prédécesseurs l'ont dit clairement par rapport au propos qui s'est tenu lors de ce discours-là. Le chef et le Premier ministre a quand même choqué tout le monde. Parce qu'évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'une aussi grande autorité nous parle du fait qu'il ne soit pas là pour tout le monde. Alors que, quand même, le pays a besoin d'une union d'action, qu'on se fédère tout le monde autour de lui pour pouvoir mener les actions qui vont nous permettre de sortir donc, de cette situation dramatique. Donc, c'est quand même quelque peu
peu choquant de sa part. Et c'est pour ça que je pense que le président de l'Assemblée de l'ALT a clairement fait une chose, tenter de rectifier le tir en disant que, bon, même au sein de l'Assemblée, vous voyez, il y a des diversités d'opinions et tout, et mais malgré tout, dans l'unité, nous arrivons à nous comprendre pour le bien commun de tous. Donc c'est ça qu'il a manqué ici, parce que il va donner des raisons à ses pourfendeurs. C'est la tâche d'huile. Oui, il va donner raison à ses pourfendeurs parce que vraisemblablement, bon, il travaille pour un groupuscule et non pour tous les Burkinabés. Et je pense que cette tâche d'huile là quand même, elle n'augure pas sa personne, mais n'empêche, on a besoin de sentir une chose. On a besoin de sentir qu'on a une union d'action. Et par rapport aux propos qui a été dit également par rapport à la sécurité, et on n'est pas sûr, bon, si vous voulez, vous pouvez même nous donner les moyens pour qu'on y arrive. Aujourd'hui, on va donc organiser les élections. Je pense que quand il dit que 65% du territoire a été recouvré, c'est déjà une bonne chose. On sait que le Nigeria et d'autres pays qui sont en proie au terrorisme mènent des élections, malgré ces situations-là. Donc c'est pour dire que c'est à nous de mettre le dispositif qu'il faut, l'arsenal qu'il faut autour de la machine électorale pour qu'à un moment donné nous puissions faire face donc aux élections. Et juillet 2024, c'est-à-dire l'échéance de la transition, c'est pas demain. On a quand même un certain nombre de temps pour pouvoir mettre en place la machine. Et l'armée également, quand on suit son action sur le terrain qui semble-t-il être offensive, on peut s'attendre à ce que d'ici, pourquoi pas mars ou mai de l'année suivante, en 2024, il y ait beaucoup plus de résultats probants. Pourquoi pas, peut-être qu'on aura gagné 80% du territoire, et bien on pourrait y aller sans hésitation. Donc c'est quelque peu une promesse à l'endroit du fait que c'est inscrit dans la transition qu'ils doivent respecter. J'adhère aux propos de M. Kambou. Et donc, on attend le gouvernement à ce tournant-là. Et c'est très important que toutes les actions, si ça ne mène pas à cela, qu'on en reparle. C'est pour ça que les assises pourraient se tenir, qu'on en rediscute autour d'éléments probants pour expliquer aux uns aux autres pourquoi on ne peut pas y aller, mais avec des aspects vraiment concrets. Alors, dernier sujet inscrit à ce débat, le 31 mai dernier, le tribunal militaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur le dossier dans lequel le général Yacouba Isaac Zida est poursuivi pour des faits de désertion en temps de paix et refus d'obéissance. Le juge militaire qui a même ordonné la levée du mandat d'arrêt international qui pesait contre lui. Alors, Yacouba Isaac Zida, dont le retour a plusieurs fois été annoncé au Burkina, mais cela n'a jamais été effectif jusque-là, et qui était même déclaré candidat à la présidentielle de 2020. Alors, Ange Kambou, est-ce qu'on peut dire que le boulevard de ce grand retour est totalement dégagé? Bien, vous avez dit le général, il a été rétabli aussi dans tout ça. C'est juste pour savoir. Ah, ok. Bon. Non, c'est pour dire que pour moi, ce que ça me fait, c'est quand même une tristesse. Je m'explique. Je suis triste de voir comment on peut utiliser la justice pour servir ses propres intérêts. Je pense que c'est le pouvoir de Roch qui avait mené tout ce combat contre le monsieur. Et donc, quoi qu'on veuille, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on pourrait voir là-dedans les visées politiques. Parce que, et quand vous lisez aussi son livre, ou vous écoutez par-ci, par-là, vous voyez que le pouvoir de Roch en voulait vraiment à M. Zida. Donc, ils ont travaillé à ce qu'il puisse être dans une certaine position qui ne lui permette pas. Je pense que c'est ce qu'on vit actuellement au Sénégal. Donc, je dis que je suis triste pour cela. Et vous voyez que c'est un autre pouvoir qui vient et qui dit que tout ce qui avait été fait là, bon, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans circulé. Donc, vous voyez comment on s'amuse avec nous. Comment on s'amuse avec une institution qui doit être le dernier rempart pour la veuve, pour l'orphelin, pour celui qui n'a pas les moyens. C'est-à-dire que face à tout ce qui peut être pression sociale, que devant la justice, les citoyens se disent « Ah, ici au moins, nous sommes égaux, comme nous sommes égaux face à la mort. » Mais voilà, chacun vient, on avait parlé sur Blaise Compaoré de juges acquis. Donc c'est comme si les gens arrivent au pouvoir, ils ont une justice acquise, ils ont des juges acquis pour faire ce qu'eux ils veulent que la justice fasse ou que certains juges fassent. C'est ça qui me pose un problème. Donc, quand c'est comme ça,
ça force la confiance que le peuple doit avoir en des institutions comme la justice. Moi, je pense que ce problème est un problème politique et c'est politiquement qu'ils sont en train de résoudre. Maintenant, les autres questions, quand il sera là, j'espère, bon, la justice va encore, laquelle je ne sais pas. Je ne sais pas qui maintenant va engager cette justice-là, mais au moins que, moi j'aime que les choses se fassent dans la transparence, dans la vérité. Si le monsieur a fait des choses qui méritent qu'il aille réfléchir aux frais, mais qu'il ait la chance d'y aller. Voilà. Alors, Aimé Nabaloum, l'UNIR MPS a donc salué cette décision et a même annoncé qu'il s'organise pour le retour de Yacouba Isaac Zida en temps opportun. Est-ce que déjà on peut le considérer comme un potentiel candidat aux prochaines échéances, d'autant plus qu'il l'a été en 2020? Oui, la déclaration de l'UNIR MPS, c'est leur militant, je pense. Hein. Yacouba Isaac Zida est militant de l'UNIR MPS, donc c'est tout à fait normal, logique que le parti se prononce par rapport à cela. Quand vous regardez également ce parti, il est plein donc d'éminents juristes, hein, d'hommes de droit. Je pense quand même qu'ils ont pris les précautions nécessaires. Hein. Il y a également donc d'anciens collègues de gouvernement de transition. Et je suppose que des précautions ont été prises par rapport donc, à cette déclaration sur la levée donc, du mandat d'arrêt international concernant Yacouba Isaac Zida. Maintenant, un potentiel candidat pour de futures consultations électorales, et je pense que oui, parce que pour être logique, il ne va pas bouder ce plaisir-là. Parce qu'il a été candidat extra-muros aux élections passées. Étant même à l'extérieur, il a été candidat. Des gens ont battu campagne pour lui. Et il a été, comment on appelle, investi via Zoom ou je ne sais pas quoi. Donc c'est pas l'éventuel retour là qui va en tout cas, c'est pas sur ça qu'il va cracher. Ça, sans moins, je suis pratiquement sûr que s'il ne brigue pas, éventuellement les prochaines échéances électorales, s'il ne brigue pas la magistrature suprême, ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait pas de logique. Étant donné que vous l'avez fait, ben, c'est pas sur place qu'il ne faut pas le faire. Maintenant, la question Yacouba Isaac Zida, il faudrait que les gens fassent suffisamment attention. Il y a eu tellement de choses autour donc de l'ancien Premier ministre de la transition. Il y a eu l'insurrection, il y a eu une commission d'enquête qui a été mise en place par rapport à l'insurrection. Je ne pense pas qu'on ait épuisé tout ce qui concerne donc cette insurrection populaire par rapport au rapport d'enquête. Il y a eu des affaires en justice le concernant, certes il y a eu des décisions donc par la suite, et le gouvernement du MPP, une fois au pouvoir, donc a plus ou moins harcelé l'homme. C'est les politiciens, mon confrère l'a dit, c'est des questions politiques. C'est eux qui savent probablement pourquoi telle ou telle action serait posée. Mais le contexte dans lequel, vous savez également que Yacouba Isaac Zida, il y avait une question, une nomination d'ambassadeur qui également était, était là, en tout cas plus ou moins réel ou pas, en tout cas bon, ça posait également problème. Il y a également la question de sa sortie du territoire national qui a posé problème dans le contexte où nous étions. Et juste après lui, sa gestion de la transition a été auditée par l'ASE-LC. Il y a eu tout le bouquin qu'on a vu, il y a eu tous les rapports qu'on a vus, c'est rendu public, c'est connu. Donc moi je dis, il faut véritablement faire attention avec le dossier Yacouba Isaac Zida. C'est un citoyen burkinabé. Si la justice militaire dit que bon, le mandat d'arrêt international est levé, ben, il peut revenir au Burkina Faso tranquillement, mais il reste que pour des questions politiques, je ne sais pas, mais ça risque de ne pas être une mince affaire pour lui une fois sur place, surtout s'il y a consultation électorale où il ne prendra pas. Alors, Omer Sanou, votre avis sur la levée de ce mandat d'arrêt? Oui. La levée du mandat d'arrêt donc de Yacouba Isaac Zida, vraisemblablement lui
lui ouvre le boulevard pour revenir au Burkina Faso sans péril. Parce que si la justice militaire s'est déclarée incompétent, bon, c'est clairement que le dossier n'était pas assez fourni pour qu'il même puisse statuer sur le fond du dossier. Donc ça c'est déjà un point qui pourrait venir prouver donc et conforter la position que c'était un dossier politique, parce que aujourd'hui la justice militaire qui tient donc le dossier, qui s'en est imprégné, l'a fait sous l'augure donc d'une période de transition, donc sans pression d'un parti élu, parlant donc du MPP qui était le parti qui était auparavant là et qui a fait et durant lequel s'est initié le dossier. Donc on peut penser effectivement que c'était un procès politique à l'endroit de Yacouba Isaac Zida, pour des raisons peut-être que l'on ne connaît pas. Mais bon, ça pourrait être justifié en sachant qu'en 2020, il avait des prétentions présidentielles. Et donc, ça aurait permis donc, de couper l'herbe sous ses pieds. Et c'est vraisemblablement, c'est la raison pour laquelle il n'est pas venu. Donc, Yacouba Isaac Zida, aujourd'hui, je ne vois pas une raison pour laquelle il ne va pas revenir. Et parce que même s'il y a des soupçons, oui, il a évoqué quelques raisons, mais pour le moment, il n'y a pas d'instructions qui ont été vraisemblablement activées par rapport à ces dossiers-là. Donc, jusqu'à nouvel ordre, bon, l'homme peut revenir au Burkina Faso et comme tout citoyen, donc se présenter aux élections qui pourraient se présenter l'année prochaine en 2024. Donc, nous attendons de voir, mais je pense qu'il va revenir parce qu'il a tout intérêt au regard des échéances prochaines. Alors, merci à vous, très chers invités. Nous sommes au terme de ce débat. Merci à vous, fidèles téléspectateurs.